Bonjour à tous et bon retour sur la chaîne pour ceux qui sont anciens et bienvenue pour ceux qui sont nouveaux. Aujourd'hui, pour le cadre de ce workshop, je vais vous présenter l'environnement sur lequel nous allons principalement travailler, Scilab. Je dis principalement parce que à la fin, pour ceux qui ont eu l'habitude de voir le tutoriel sur Qt, je vais vous montrer comment faire le déplacement entre Scilab dans le programme qu'on écrit sur Scilab et le code dont on a besoin sur Qt pour une programmation type fenêtre. Je vais principalement vous montrer aujourd'hui où est-ce que vous pouvez télécharger Scilab. Déjà, je voudrais souligner que c'est un logiciel gratuit et il est très proche de MATLAB. C'est pourquoi je l'ai choisi, parce que ceux qui sont habitués avec le langage MATLAB et procédural, ils vont trouver que Scilab c'est facile et puis aussi c'est léger. Scilab c'est dans le setup c'est dans les 650 mégas et comparé à MATLAB qui actuellement doit faire, je crois, la dernière version de release doit faire 20 gigas environ. Ça c'est le setup, hein, parce que quand vous allez installer 20 gigas dans la machine, ça va prendre genre par exemple je sais pas, minimum 30 gigas, parce que c'est les fichiers compressés qui vont se décompresser dans votre donc je vais vous montrer où est-ce que vous pouvez télécharger le setup de Scilab qui est libre, gratuit, et je vais aussi vous donner quelques petites pichenettes, si on va dire comme ça, un petit coup de pouce, quelque chose qui va vous permettre de démarrer sur Scilab. Bon, principalement je pense à notions d'écriture et de lecture, je pense à un petit retour sur les notions de fonctions principales et fonctions secondaires, je pense aussi, pourquoi pas, à une petite révision du tracé de fonction. Bon, ici, tracé de fonction, tout de suite, juste après l'intro. Alors là, voici l'interface de Scilab. Ok, et bien sûr, vous devez certainement vous dire, bon voilà, où est-ce que je vais saisir du code, où est-ce que le code que je compile va s'implémenter, où est-ce que je peux par exemple avoir l'aperçu de mes fonctions que je trace, où est-ce que je peux voir l'état de mes variables. Tout ça, vous pouvez l'avoir directement là, intuitivement en regardant l'interface. Par exemple, moi, quand je regarde, là, je vois l'indicateur des variables. Donc, si j'entre une variable ici, que je dis par exemple a égale à 23, automatiquement, on a une entrée là. Donc, ici, je peux voir l'état et l'évolution de mes variables. Ici, je peux voir l'historique de mes commandes. Et ici, bien évidemment, le déroulement de mon programme. Bon, là, c'est la fenêtre d'exécution, bien là, la console, si vous voulez. La fenêtre où les commandes s'exécutent. Ce n'est pas vraiment ma page d'édition parce que ici, je n'exécute pas des lignes de code, mais des prompts, si vous voulez, donc des commandes directes. Donc, je peux pas faire une séquence de commandes que je vais pouvoir exécuter après. Par exemple, si je fais pour k allant de 1 à 10 ici, quand je vais taper sur entrée, il va me dire qu'il y a un problème, donc c'est quelque chose manque. Donc je serai obligé d'écrire d'abord toute la commande. Et là, ok, là il y a même encore plus d'un problème parce que j'ai mis froid. Voilà, là ça va attendre que j'entre encore les autres commandes. N'est-ce pas, je vais entrer les autres commandes et puis par exemple 19. Voilà. Il va attendre, je vais devoir. Vous avez remarqué à chaque fois que j'écris, je tape entrée, n'est-ce pas? Donc, si je tape maintenant L, il va attendre que je saisisse le tout avant de. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, si vous voulez, des prompts. C'est pourquoi dans certains, je crois dans certains documents, on va parler de cette fenêtre comme étant la fenêtre du command prompt, donc, la fenêtre d'exécution des commandes.
pour éditer votre fichier, donc c'est-à-dire pour rédiger un code source en bonne et due forme, vous devez aller sur cette page ici. Donc, vous faites Edit, et puis vous arrivez sur cette page. Voici la fenêtre, proprement parler, la fenêtre d'édition. Donc, c'est ici que nous allons rédiger l'ensemble de nos codes, mais avant d'y arriver, revenons sur cette commande, cette fenêtre de commande. Un conseil que je peux vous donner pour ceux qui sont débutants, alors même pour ceux qui sont avisés en programmation. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est que lorsque vous êtes sur un environnement de programmation qui est nouveau, peu importe, même si vous utilisez un langage que vous avez eu l'habitude d'utiliser, parce que par exemple pour le langage C ou C++, il y a un bon nombre de plateformes, même NetBeans, Apache NetBeans, qui est censé, que je veux dire, qui est réputé pour être utilisé lorsqu'on travaille en Java. Apache NetBeans a des, si je peux dire, des modules qui peuvent compiler en C++. Il suffit juste d'installer le module et de configurer l'environnement. Donc, ça fait que, en général, lorsque vous travaillez sur un environnement qui est nouveau, même si c'est en utilisant un langage que vous avez eu l'habitude d'utiliser avant, et l'habitude de vérifier, de consulter soit un manuel d'utilisation, soit directement si l'environnement le propose, la documentation. Par exemple, ici, si je tape help, directement, l'environnement m'envoie dans son utilité de documentation. Donc ici, je peux me balader là, comme ça, dans chacun des menus, ou bien des sous-menus, parce que le grand menu, c'est aide de Scilab. Dans chacun des sous-menus, ou bien dans chacun des dossiers ou sous-dossiers, je peux me balader et avoir l'information nécessaire. Par exemple, ici, j'ai fait graphique dans deux plots. Dans deux plots, je peux chercher par exemple plot, et puis j'ai, si vous voulez, l'aide correspondant à l'utilisation de la fonction plot sur Scilab. Donc là, par exemple, ça me dit comment est-ce que tu utilises plot, voilà, plot, y, l'inspect. L'inspect, là, c'est ce sont les attributs de la fonction. Ici, c'est avec y, c'est avec ici, y, et ainsi de suite. Donc, c'est très important de faire cela. En général, c'est l'une des premières choses qu'il faut faire avant de commencer à travailler sur votre environnement de programmation. Vous balader là pour voir d'abord quels sont les outils que l'environnement vous propose. Parfois, c'est important parce que après avoir parcouru cette, disons, cette utilité, cette section, si vous voulez, on sait en général les outils dont on dispose pour réaliser la tâche encourue sur l'environnement. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire ça au départ. Bon, moi j'ai déjà fait ça et puis je sais que sur Scilab, je peux réaliser ce que j'ai envie de réaliser. Donc. Mais vous, si vous n'avez pas eu encore l'occasion de le faire, c'est le moment de le faire, de balader. Là par exemple, c'est une boîte très intéressante qui a des fonctions de la statistique, on s'appelle des statistiques descriptives. Voilà, je vois même des tests d'hypothèse. Vous voyez, c'est vraiment intéressant de faire cet exercice en général. Et maintenant, une fois que vous avez fait ça, je vous conseille aussi de revenir sur des tutoriels qui sont montés souvent comme des formes de cours, alors peut-être des tutoriels vidéo, comme en l'occurrence ce que je suis en train de faire ici, qui vont permettre d'avoir ce qu'on appelle une prise en main de votre environnement. Donc, ça va vous dire par exemple quelle est la fonction qu'il faut pour faire ceci ou bien cela, ou alors si vous avez un besoin particulier, vous faites une recherche appropriée pour répondre à ce besoin. Donc ici, je vais juste vous montrer comment est-ce qu'on exécute les instructions de lecture et écriture. Donc déjà pour ceux qui ne sont pas habitués à ce jargon, ce qu'on entend par lecture, c'est tout simplement la capacité de votre programme à comprendre une information que l'utilisateur transmet au programme. L'utilisateur écrit quelque chose, le programme doit comprendre ce qu'il a écrit. Si c'est une valeur que l'utilisateur donne, le programme doit pouvoir prendre cette valeur-là et aller faire ce qu'il doit faire avec, donc aller résoudre le problème en cours. Si c'est je sais pas, pour une chaîne de caractères, donc par exemple un nom propre, un nom de ville, ou alors un code, il doit savoir que c'est un code qu'il est en train de lire et savoir ce qu'il a à faire avec.
De la même façon, maintenant, le programme va pouvoir communiquer avec l'utilisateur en lui renvoyant des résultats ou alors en lui euh, signalant peut-être un mauvais fonctionnement ou euh, fournissant des indications par rapport à une manipulation à effectuer, ce genre de choses. Donc, pour communiquer avec l'utilisateur, il faut que le programme soit en mesure d'écrire l'information. Donc, il va écrire sur l'écran, il va peut-être produire des sons, c'est toujours une forme d'écriture, mais c'est juste que quand il écrit le son, ça sonne pas bien dans les oreilles, donc il peut produire des sons, c'est toujours une forme d'écriture, il peut même afficher des animations et des vidéos, c'est toujours une forme d'écriture, il peut envoyer en sortie un fichier, c'est toujours une forme d'écriture. Donc, le thème écrire, c'est beaucoup plus pour les fonctions output, les fonctions qui renvoient des valeurs en sortie, des fichiers, des vidéos, des sons, des messages, des BD, des étiquettes, peu importe. Et la notion de lecture, c'est des fonctions liées aux directives input. Donc, importer un fichier dans le programme, saisir une valeur au clavier, importer du son, importer de l'image, ce sont les inputs. Donc, c'est ça les activités, je dirais, les process liés à la lecture. Donc, ici, on va aller directement au directement fonce trop vite là. Voilà. Je vais, comme je disais tantôt, juste vous présenter le fonctionnement et puis, quitte à vous maintenant d'aller approfondir parce que s'il faut vraiment approfondir chacun des éléments que j'ai listés, ce tutoriel va prendre bien plus que 30 minutes. Donc, voilà, pour les notions d'écriture, c'est plus facile avec ça. La plus élémentaire que je peux vous présenter ici, c'est 10. Moi, je ne sais vraiment pas. Donc, 10 par exemple, un nom. Voilà, 10 par exemple, un nom, ça va vous donner quelque chose en sortie. Si je fais, je voudrais bien utiliser la même ligne là pour donc je peux afficher une chaîne de caractères, je peux afficher une valeur, je peux afficher, essayons de créer une variable dans laquelle on garde les éléments, par exemple ceci, je peux afficher cette variable. De la même façon, je peux afficher le contenu de n'importe quelle variable. Et puis maintenant, ma petite sauce spéciale que j'aime bien utiliser, c'est je peux afficher un message, je voudrais dire complexe, mais c'est pas complexe, je vais utiliser un autre terme quoi. Je vais afficher un message de type printf, voilà. Donc si je vais dire ça comme ça. Donc, en fait, vous allez vous rendre compte que si je dis par exemple de faire ceci, donc imaginez pour l'instant j'ai envie d'afficher ces deux éléments dans la même sur la même ligne, donc un nom et cette valeur-ci. Si je dis disp, je mets d'abord un nom. Bon. Et puis à l'intérieur je mets la virgule, je mets aussi la valeur que je vais afficher. Il y a deux alternatives. Soit le programme ne va pas s'exécuter du tout parce que ça ne va pas comprendre ce que je viens d'écrire. Ou alors mon compilateur est assez performant et puis il va afficher quelque chose mais qui ne sera pas quand même ce que je voulais. Et dans l'un ou dans l'autre, on peut directement essayer ça ici, non? Donc essayons de faire ceci, 10 à un nom. Et puis je mets la virgule et je mets une valeur là. Vous voyez, il a affiché un nom, il a affiché déjà qu'il a affiché un nom après avoir affiché la valeur de ça, c'est très embêtant parce que un nom vient avant et la valeur vient après. Et deuxièmement, il les a pas affichés les deux sur la même ligne, il les a affichés sur deux lignes différentes. Mais si je décide d'utiliser plutôt ceci, et vous verrez pourquoi j'appelle ça une sauce spéciale, parce que pour vouloir utiliser ceci,
je vous promets qu'il faudrait que vous ayez l'habitude de printf sur le C, parce que celui qui n'a jamais travaillé sur Scilab et qui n'a jamais travaillé en C, il est peu probable qu'il pense à cette forme-ci. Donc, quand j'exécute maintenant, vous voyez, ça sort sur la même ligne et dans l'ordre dans l'ordre souhaité, si vous voulez. C'est cette forme-ci que on va juste ajouter dans le fichier d'édition. Donc, je vais remplacer ceci et en général, pour faire ça, il y a l'habitude de procéder ainsi. Donc, vous créez d'abord une variable qui va garder le message affiché. Moi, je vais créer ça sur SMS. Donc, voilà. Et puis, dans SMS, je vais mettre ceci. C'est cool. Ah non, voilà. Autre chose, donc. Si je fais ceci. Est-ce que je me pose la question de savoir si sur celle-là. Bon, je crois que ça va aller. Parce que. Ah, voilà. Donc. Très important. Ceci, c'est un message que. Alors pourquoi est-ce que je voulais revenir sur cette particularité-ci? Alors pour ceux qui sont habitués avec MATLAB, vous allez remarquer que j'écris des chaînes de caractères dans les doubles côtes, alors que sur MATLAB on utilise une seule côte d'apostrophe. Alors on peut s'amuser à croire que parce qu'on utilise les doubles côtes ici, il n'est plus nécessaire de doubler la côte ici. Bon, il faut toujours le faire parce que vous avez remarqué vous-même avec moi que lorsque j'ai omis de mettre la deuxième côte, le message qui suivait après n'était pas considéré comme chaîne de caractères. Donc, si je retire celui-ci, ça devient une source d'erreur carrément. Je n'ai pas besoin de faire un test pour savoir que ça va causer une erreur. Donc, je remets ça pour éviter le problème et puis rappelez-vous, en gardant à l'esprit qu'il faut toujours doubler. Lorsqu'on a envie d'utiliser les apostrophes dans une chaîne de caractères, doublez toujours l'apostrophe. Toujours. Donc, une fois que j'ai déclaré cette variable, maintenant je peux afficher la variable. Et c'est pour... je vous conseille de faire ça parce que lorsque vous travaillez sur un programme qui est assez costaud, il est préférable en général de préparer, n'est-ce pas? C'est ce que j'appelle une préparation du libellé. Donc je prépare d'abord le libellé avant de l'afficher. Donc préparer me permet de contrôler à la fin beaucoup de choses et aussi ça rend le programme que je rédige plus lisible. Si je devais imbriquer tout ceci dans la fonction disque directement, la lecture sera surchargée. Donc c'est vrai que certains vont dire que ça peut diminuer le nombre de lignes de code, mais lorsque vous voulez diminuer le nombre de lignes de code, rassurez-vous quand même que votre programme est rédigé de telle sorte que si vous travaillez peut-être 3 heures d'affilée et que vous devez revenir sur une ligne, que ça ne vous donne pas, comment dire, que ce ne soit pas désagréable à lire, quoi. Que ce soit toujours présentable, que ce soit attractif, si vous voulez, que ça vous donne l'envie de lire. Donc, là, c'est pour afficher une chaîne de caractères, là, c'est pour afficher une valeur, là, c'est pour afficher une variable, là, c'est pour afficher un message cool. Et maintenant, ici, je voulais mettre cette petite particularité-là que je vous ai fait tout à l'heure, je peux dire B pour afficher un caractère et je peux dire, je crois que c'est %F pour afficher une valeur réelle. Et je vais mettre %D et essayer d'afficher une valeur qui n'est pas entière pour qu'on voit ensemble ce que ça peut causer comme problème. Donc, je mets d'abord et remarquez aussi l'ordre d'apparition des valeurs. La première valeur c'est une valeur entière parce que j'ai décidé ici que la valeur affichée doit être entière. Donc %D c'est pour les valeurs entières, %F c'est pour les flottes. Ok, donc ça c'est double, ça c'est non, ça c'est pour les entiers, pas pour les doubles, dans les int normalement. Donc ça peut prêter à confusion, mais si vous mettez %i, ça n'a pas marché. Donc c'est pour les entiers.
Ici, c'est pour les flottes. Donc, c'est pour les réels. Donc, ceux qui sont en général considérés comme étant les doubles dans le langage C. Maintenant, ce que je veux faire, c'est que la première valeur doit être entière. Donc, c'est 1. La deuxième valeur, quand elle doit être une réelle, donc je vais mettre 2,56 par exemple. Et la troisième, normalement, doit être entière. Mais je vais m'amuser à mettre quelque chose comme 0,005. Et on va voir ce que ça va donner. Ok. Voilà. Avec ça, qu'est-ce qu'il faut pour l'écriture. Donc, je peux maintenant m'amuser à faire aussi quelque chose en bas là pour la lecture. Alors, pour la lecture, je vais juste vous présenter la fonction input. Ok, parce que c'est la fonction de base pour entrer les valeurs dans un programme ici sur Scilab. Et je pense aussi que c'est pareil sur MATLAB. Alors, pour input, on va faire une distinction entre deux façons d'utiliser input. Input lorsqu'on veut lire les sons des caractères et input lorsqu'on veut lire des valeurs réelles. Donc, quand on veut lire des valeurs réelles, moi je vais appeler ça aval par exemple. Je vais juste un input. Attention, input avec U. Et entre côtes, je mets juste le libellé qui doit être proche de la zone de saisie pour indiquer quelque chose de caractère par exemple, à l'utilisateur. Par exemple, je dis indiquer l'entrée d'une valeur. Ok. Voilà, un peu comme ça. Et puis là, j'ai besoin de 2 points. Voilà. Quand c'est fait, je vais faire maintenant autre chose. Je vais appeler ici stringval pour champ de caractère. Et puis je dis input. Voilà. Ici, remarquez la petite différence. Donc, on va indiquer ici une chaîne de caractères. Remarquez la petite différence. Une chaîne de caractères. La petite différence ici, c'est avec ceci. Je crois que ça va être entre côtes, si je ne me trompe pas. Oui. La petite différence, c'est avec ça. Alors, très important parce que si vous ne mettez pas ceci, vous verrez qu'il y aura, disons que, voilà, nous sommes en pleine expérimentation. Donc, mettons aussi la même chose là à côté, mais maintenant sans le. Et essayons d'entrer, rappelons-nous qu'ils sont d'entrer une chaîne de caractères. En mettant par exemple 2 ici pour indiquer la zone où on a fait ici. Donc, ici, alors, on a notion de base de l'écriture, notion de base de lecture. Et rappelez-vous, je vous ai parlé d'utiliser aussi, de revenir aussi sur un peu de, disons, un petit tour là sur le tracé de courbe. Donc, la variable qu'on a déclarée ici en haut, A par exemple là, je vais utiliser cette variable qui est un vecteur en fait de valeur. Je vais utiliser ce vecteur de valeur pour tracer une droite. Bon, une courbe, là ça va faire une droite, hein, ça risque d'être une courbe. Donc j'ai besoin d'une deuxième variable b, je vais dire b égale linspace, qui trace entre 1 et 10, bon disons 12, je vais taper 10 et 12. Et il y a combien de valeurs ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc je veux 8 valeurs entre 1 et 12. Et puis je vais tracer finalement B en fonction, A en fonction de B pardon. Et remarquez aussi maintenant ce que je vais faire ici. Ce que je suis en train de faire, c'est pour, attirer votre attention sur la façon d'utiliser par exemple disp, la façon d'utiliser sprint, la façon d'utiliser input, la façon d'utiliser linspace et la façon d'utiliser plot. De sorte que après cette vidéo, vous allez peut-être par curiosité venir taper ici head input et puis
directement venir voir comment est-ce qu'on utilise input. Ok, c'est un peu ça le but de la manœuvre. Donc, voilà, on repart sur notre feuille d'édition et là on va ajouter quelques petites. Déjà on va demander à ce que sur la courbe il y ait des carrés et que l'ensemble soit en rouge et que ces carrés soient liés avec des tirets. Oui, on peut utiliser ça comme ça et puis voilà, on aura une courbe sur orientée dans une fenêtre. Sur une fenêtre, c'est mieux dit ça comme ça. Dans un repère. Voilà, ici je crois qu'on a le minimum, si je peux dire ça comme ça, le minimum de ce qui est nécessaire. Et je vais faire un petit truc, c'est que je vais copier ça. Comme ça, faire une nouvelle fenêtre, puis maintenant vous montrer, on va appeler ça intro. On va appeler ça ici. Alors, ça c'est intro. Je sauvegarde cette fonction avec son nom. Je vais appeler cette fonction intro, très important. Je sauvegarde ça quelque part à un endroit où je sais que je pourrais revenir 2 mois après de l'utiliser sans avoir de problème. Alors c'est très important ici parce que si j'avais sauvegardé directement sans venir mettre ça ici, ça allait être sauvegardé dans un dossier temporaire. Ça signifie qu'après j'aurais fermé ça et la fonction que j'ai créée allait disparaître. Donc, changez toujours pour un dossier permanent. Comme celui-ci par exemple. Bon, j'enregistre là. Et une fois que j'ai enregistré là, je peux maintenant venir ici. Ceci considéré maintenant comme ma fonction principale. Je vais faire ce que j'aime appeler souvent une démonstration principale secondaire. Donc ici, je vais dire je suis la fenêtre principale. Et ici, je veux dire fenêtre secondaire. Voilà. Donc je vais enregistrer. Maintenant ici, je vais juste saisir l'intro. Et puis, on passe à autre chose. Donc, je dois enregistrer lorsque je travaille sur Scilab, au moment où je m'apprête à exécuter mon code principal, je dois d'abord enregistrer et exécuter toutes les fonctions secondaires. Donc, en général, je crois qu'il y a voilà, enregistrer et exécuter tout. Donc, une fois que c'est fait, j'enregistre et j'exécute ceci. Oh, variable intro, nom défini, intro. Oh. Intro en minuscule, changer, mettez ici en majuscule, vous voyez, ça c'est très important. Non, ça ne reconnaît pas ma fonction intro, ça ne peut pas donner. Donc, oh, voilà, une autre A va égal à input, indiquer l'entrée d'une valeur. Oh, voilà une erreur aussi à corriger, il y a double code à la fin, alors on supprime cette code là. Voilà. En général, vous exécutez la fonction et elle est correctement rédigée lorsque ici vous avez le code -1, c'est pour signifier qu'il n'y a pas eu d'erreur de compilation et erreur de syntaxe, pardon. Et la fonction vous pouvez maintenant utiliser dans votre code principal. Donc ici, je fais ceci, voilà. Alors, on remarque déjà, avant de continuer, on remarque déjà que il était dans la fonction, dans la fenêtre principale là. Et puis lorsqu'il a trouvé intro, il est directement venu ici dans la fenêtre secondaire. On voit le message, je suis dans la fenêtre secondaire. Dans la fenêtre secondaire, il affiche 10, il affiche la variable, il affiche le message. Regardez aussi maintenant ici. Donc,
À cet endroit, je voulais attirer votre attention. Pourcent D, on avait 1, ça affichait 1, comme il se doit d'être affiché. Pourcent F, on avait 2.56, ça affiché en format long. Je reviendrai sur la notion de format dans un autre tutoriel. Et ici, en pourcent D, où j'ai mis une valeur décimale, il a affiché 0, il a pris la valeur entière de ce que j'ai donné. Si je mettais 1, je sais pas trop quoi ici, il allait prendre la valeur entière et mettre 1. Ok, donc c'est très important quand vous utilisez cette fonction s'printf, très important de veiller à ce que le format d'écriture corresponde au format de la variable que vous voulez écrire. Ok. Ensuite, on va faire maintenant le test sur les fonctions de la lecture. Donc ici on dit indiquer l'entrée d'une valeur. Donc, je vais donner une valeur ici pour éviter les erreurs. Donc je vais 5. Maintenant il dit indiquer une chaîne de caractères. Souvenez-vous, ça c'est la deuxième ligne d'écriture, donc c'est celle-ci. Et ici aussi je vais entrer les valeurs comme ça. Je vais dire par exemple ceci. Il a lu. Donc maintenant il est sur la troisième ligne. On veut une chaîne de caractères normalement, mais je n'ai pas mis la précision ici qu'il a une chaîne de caractères. Alors qu'est-ce qui va se passer si j'entre une chaîne de caractères? À votre avis, il va se passer quoi? Il va se passer qu'il dit variable non définie, parce qu'il ne reconnaît pas ce que j'ai saisi là comme une valeur numérique. Donc lorsque je ne mets pas S entre côtes ici à ce niveau, il considère que la valeur attendue d'être numérique. Si j'entre une valeur en chaîne de caractères, il ne va pas continuer l'exécution. Donc il va attendre une valeur numérique. Et une fois que c'est fait, bien évidemment, le tracé de la courbe à la fin. Donc, ici aussi, je peux vous expliquer peut-être à quoi correspond quoi. Voilà. S, c'est pour dire que j'ai besoin de carrés sur la ligne que je vais tracer. Donc, ce sont ces petits carrés là que vous voyez qui correspondent à S. Je peux avoir besoin de carrés, je peux avoir besoin de... à la place des carrés, je peux mettre des triangles, je peux mettre aussi des disques pleins ou alors des cercles, c'est-à-dire des disques creux. R, c'est pour la couleur, donc je peux avoir une couleur rouge, peu importe, rouge, bleu, noir, jaune, vert. Enfin, vous allez aller vérifier sur la documentation pour voir les différentes propriétés des couleurs et aussi les figurés que vous pouvez mettre sur le graphe. Et ce R, si c'est pour dire que je veux lier ces carrés avec des lignes. On pouvait lier plutôt avec des tirets, des pointillés, pardon, ou alors des traits mixtes. Donc, tout ceci, vous pouvez avoir ça, les spécifications, là, vous pouvez avoir ça dans la documentation qui vient avec l'environnement. Je pense que avec cette vidéo, vous avez les éléments de base pour rédiger des codes de base et pourquoi pas aussi des codes pro sur Scilab. Donc, je vous souhaite à très bientôt pour le prochain épisode et pour ceux qui ont besoin de travailler avec la version anglaise de ce tutoriel, je vous dis visitez juste le lien ou bien les vidéos qui viennent après cette vidéo ici et vous verrez que je vais laisser aussi une version en anglais juste pour vous. Ok, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.